On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons revivre l'année 2012, rétrospective spéciale high-tech et Apple. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac vous propose une rétrospective 2012. Une année riche en nouveautés, mais aussi en polémiques qui ont rythmé le quotidien de la planète high-tech et d'Apple en particulier. Retour donc sur les 6 premiers mois de l'année et n'oubliez pas de participer au concours organisé par notre partenaire Libon. Cette application de téléphonie sur IP qui propose des appels haute définition, mais aussi des messages et une messagerie vocale intelligente sur iPhone et Android, vous offre 40 abonnements premium donnant droit à 60 minutes d'appels gratuits vers les fixes et les mobiles à l'étranger, et ce pour une durée d'1 an. On refait le Mac, épisode 122, rétro 2012, première partie. Libon, ce sont des appels gratuits, un chat malin et un répondeur révolutionnaire. Avec Libon, appelez simplement et gratuitement tous vos contacts Libon, partout, même à l'international. Envoyez des messages instantanés à n'importe quel utilisateur Libon, qu'il soit au bout du monde ou près de chez vous. Libon, c'est aussi un répondeur intelligent. Créez une annonce d'accueil différente pour chacun. Votre patron, vos copains de foot, votre petit ami va adorer. Et si, par exemple, vous êtes au ciné et ne pouvez pas parler, écrivez votre annonce d'accueil et Libon la transforme en voix. Vous n'avez pas le temps d'écouter vos nombreux messages. Libon peut aussi les transformer en messages écrits. Libon, c'est l'application idéale pour appeler et chatter gratuitement avec vos amis et profiter d'un répondeur qui sait tout faire. Avec comme chroniqueur cette semaine Fanny Bouton du site fannysparty.com. Bonsoir. Bonjour Fanny, ça va bien? Bah écoute, ça va bien. La te charme d'On refait le Mac, bien sûr, et accessoirement la vigie, notre vigie du web qui trie les questions Twitter. Ce soir, je suis désolée. Écoute, c'est que tu as des choses à cacher. Autre personnage récurrent d'On refait le Mac, c'est bien entendu Monsieur X, ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué, bonjour Monsieur X, comment ça va? Bonsoir Olivier, très bien, écoute, je suis content, je suis de nouveau dans ma cuisine. Parce que j'avais pris la sale habitude d'enregistrer On refait le Mac depuis le boulot, et puis il y a tout le monde, il y a plein d'amis, et on a même vu Cédric ce soir, donc tout va bien. Oui, pas de Cédric ce soir, effectivement, parce qu'il est au Canada et qu'il n'a pas trouvé une connexion suffisamment puissante pour être avec nous ce soir. Il nous a fait un petit coucou de dehors, il fait moins 15 degrés, donc il était en train de geler, on était obligé d'arrêter la visioconférence. Il n'y aurait pas eu de prochaine émission avec Cédric si on avait continué. Et pour le remplacer, un invité d'honneur, un ami, à savoir Stéphane Zibi d'Imakina. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Qui est directeur de développement, c'est bien ça chez Makina. C'est cela même. Bien, on peut dire que tu connais bien le milieu des nouvelles technologies et le web, et la mobilité en particulier, c'est un peu ton fond de commerce. Oui. Et dernier chroniqueur, personnage truculent d'On refait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Quoique ce soir, il est un peu éteint, le garçon. Ça va, Rodrigo? Mais allez, ça va pas mal. Je crois que je vais faire peut-être 1, voire 2 investissements cette semaine, et je vous en parle dans les coups de cœur. Non, je tiens à dire qu'il s'est dopé avant l'émission, vous pouvez imaginer. Comment, mesdames, messieurs. Je t'en prie. Mais oui, il s'est dopé. Et je l'ai tweeté, on est au Chambel-Musigny 2008, de chez Jean-Claude Boisset, premier cru des charmes. C'est interdit. Non, si, c'est pas interdit, et le CSA ne régit pas encore le web. Mais ça va pas trop tarder, à mon avis. Il faut le faire sponsoriser, on en profite. Oui, c'est clair. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose qu'on repasse en revue l'actualité très riche de cette année high-tech, en particulier celle d'Apple. On va commencer, si vous êtes d'accord, par le mois de janvier. Janvier, l'année commence fort pour Apple avec 37 millions d'iPhone vendus en un trimestre, un record. La pomme dévoile en outre iBook Author, un outil pour concevoir en quelques clics un livre scolaire, avec pour ambition de faire de l'iPad le cartable numérique. Mais en France, c'est Free Mobile qui crée l'événement, dont le lancement s'inspire beaucoup des recettes marketing d'Apple.
Alors, l'année a commencé relativement mollement pour Apple cette année 2012 avec la présentation d'iBooks 2 par Phil Schiller à New York. C'était au musée Guggenheim de mémoire. Alors, c'est un vieux rêve, hein, le cartable numérique. C'était un leitmotiv d'Apple depuis sa création, depuis... Apple a essayé à plusieurs reprises, hein, Monsieur X notamment, dans le temps où vous étiez au sein d'Apple. Est-ce que, on ne peut pas vraiment dire que ça a été une révolution, hein, l'arrivée de ce logiciel, mais on sent qu'Apple a de la suite dans les idées et que tout doucement, eh bien, la tablette numérique pourrait représenter ce cartable numérique que l'on rêve depuis des années. Monsieur X. Bah écoute, iBooks, tiens, je m'en souvenais plus d'ailleurs, mais je me souviens ce qu'on s'était dit à l'époque, ça faisait plaisir parce que c'était enfin un nouveau logiciel de création dédié pour l'iPad, et puis que ça mettait un petit peu plus dans cette belle machine qu'est l'iPad que ces fonctionnalités de base qui sont des fonctionnalités de visionnage, et ça permettait d'imaginer de créer des livres qui soient plus que des simples PDF, des simples transcriptions numériques de livres normaux avec des livres animés interactifs. Voilà, et donc ça c'est vraiment dans la continuité effectivement de l'ADN d'Apple. Et c'est pas mal, et qui est de développer vraiment le marché de l'éducation et de lui donner les moyens de se développer. Alors, un an après maintenant, quasiment, j'avoue qu'on entend un petit peu moins parler d'iBooks. Et je ne sais pas si effectivement il y a un vrai marché qui a émergé autour de cet outil de développement assisté. Ouais. C'est quoi la principale... Aux États-Unis, on sait que les universités, les écoles achètent des tablettes et des ordinateurs. Quel est le principal obstacle ici, selon vous, Fanny ou Stéphane, ou même Rodrigo? C'est quoi? C'est le prix des tablettes qui sont assez élevés. Et on sait qu'en un an, les choses en termes de prix ont beaucoup élevé, parce qu'on le verra dans la deuxième émission qu'on va enregistrer par la suite, qu'entre-temps est arrivé des tablettes beaucoup moins chères. Est-ce que le prix est un facteur important et que ce prix psychologique va sauter, à votre avis? Peut-être Stéphane. Tu sais, quand tu penses, quand tu additionnes tout le prix des bouquins qu'on file à chaque élève, que chaque année tous les bouquins sont un peu abîmés, qu'il faut en racheter, je pense qu'on ne serait pas loin du prix d'une tablette. C'est certes celles qui viennent de sortir à un petit peu moins cher, les Nexus, pour pas les nommer, ou même les iPad mini, mais bon, je pense que les Amazon Kindle Fire. Ouais. Kindle Fire. Bon, c'est sûr que ça remet un peu en cause, mais il me semble qu'il y avait un des effets d'annonce qui avait été fait, parce qu'en gros, à l'époque, le François Hollande n'était pas encore élu président, mais dans son département, il me semble qu'il avait encouragé l'achat de tablettes, si je me souviens. Il avait acheté des tablettes surnommées les iPads lors du débat présidentiel, souvenez-vous. Ouais. Et effectivement, du temps où il était président, je crois que c'est le conseil général ou le conseil régional de la Corrèze, il avait acheté, mais ça c'était c'était en 2011, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le sommaire. Mais effectivement, oui, mais ça reste encore assez anecdotique. C'est marginal, mais est-ce que ça a été suivi? Est-ce qu'ils ont racheté des tablettes? Est-ce que les tablettes ont été détruites comme les bouquins? Ça c'est à voir. Non, mais c'est vrai qu'on est peut-être... Je sais. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi Fanny. Non, fini. Non, mais fini. Non, d'accord, non, mais c'est vrai que pour moi, c'est sûr que c'est rien que pour les écoliers, on a nos enfants qui sont au collège, on voit le poids de leur cartable. Si on remplace le poids de leur cartable par une tablette, donc je suis beaucoup plus jeune. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est quelque chose qu'il faudra. Ça va dans la logique des choses. Après que ce soit des iPads ou des autres tablettes, bon, voilà. Alors, Fanny, Rodrigo, sachant ce que disait à l'instant Stéphane, à savoir que c'est vrai que ça coûte cher, tout simplement le fait de réimprimer des livres régulièrement, ne fût-ce que ça, les nouveaux programmes, etc. Les tablettes, c'est pas si cher que ça finalement, et ça représente certainement l'avenir du cartable numérique dans un avenir relativement proche, surtout avec l'arrivée de l'iPad mini ou du Nexus 7. On le voit déjà dans des collèges et lycées, alors sur la place parisienne en tout cas, je ne suis pas allée voir en province, mais je l'ai constaté dans pas mal d'établissements privés plutôt que publics. Ouais. Mais je sais que dans le 16e, ça se fait énormément. Je sais que du collège au lycée, ils ont certaines écoles, ils ont déjà qu'une tablette. On leur fournit à la rentrée une tablette avec tous les programmes scolaires dedans. Donc on sent que ça se met en marche. Après, je crois que sur l'éducation nationale, il n'y a pas que le fait de changer le matériel, il y a aussi le fait d'éduquer tout le personnel enseignant, le corps enseignant, parce qu'on a déjà du mal à les mettre sur des ordinateurs, donc en plus les mettre sur des tablettes et utiliser des produits, ça demande une rééducation du système d'éducation. Ouais, mais je sais pas, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai même été très surpris que la plupart des profs sur certaines matières, par exemple en français ou en maths, ils faisaient beaucoup de choses par mail au collège.
par mail. Donc en gros, déjà, il y a. Attends, quand même. Quand même. Non, mais c'est en gros à faire des devoirs qui comptent comme n'importe quel contrôle, qui soit fait à la maison et qui soit envoyé par mail. Moi, je vous dis, j'ai pris un coup de vieux direct. Hein. Pourtant, je pensais que les choses évoluent. Stéphane, dans un lycée, voire collège que tu connais bien, moi, mon gamin qui est en 6e est obligé de faire ses devoirs sur traitement texte. D'ailleurs, ça, c'est un devoir qu'il a dû faire. Ouais. Il y a toute une charte graphique pour les titres, centrer le nom, etc., sur des questions de technologie. Donc, tu vois, il fallait le rendre avec les photos, avec le texte, mise en page, etc. Et c'est obligatoire. Et je me dis, comment font les parents qui n'ont pas d'ordinateur ou pas d'imprimante ou qui ne savent pas s'en servir? Moi, j'ai dû d'urgence un soir télécharger OpenOffice pour le gamin pour qu'il puisse faire son devoir. Olivier, pour venir... Tablette, cartable numérique. Oui, sans aller jusqu'au cartable numérique en se disant que Apple va révolutionner le poids des cartables. Moi, je constate, parmi les gens que je connais, parce que c'est mon entourage, donc après tu me diras que c'est des bobos parisiens, mais tous les gamins ont un iPad. Tous les gamins ont un iPad. Ouais. Alors que ce soit un iPad 1 de la première génération, c'est pas le dernier, ou un iPad mini ou un machin, ils ont tous un iPad. Proche entourage, je veux dire, Rodrigo. Mais pas que. Ils ont tous un iPad qui traîne quelque part et ils l'ont adopté comme interface principale. Donc sans aller jusqu'au cartable numérique, il y a un marché énormissime auprès des gamins qui, pour eux, utilisent un appareil qui pour nous est très nouveau, qui a quelques années, mais qui pour eux est tout à fait naturel. Et une interface tout à fait naturelle pour n'importe quoi, pour lire, pour jouer, pour écouter pour conclure sur le sujet. Mais il n'y aura pas que l'iPad. Oui, bien sûr. Il y aura une concurrence. C'est plutôt sain comme concept de la concurrence. Monsieur X, pour paraphraser ce que disait Stéphane à l'instant, à savoir que il faut former les enseignants aux outils informatiques. La tablette, c'est un vrai argument. Hein. Vous étiez au sein d'Apple du temps de la classe numérique, qui était un gros projet d'Apple. Là, la tablette, c'est simple, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Le niveau de formation, c'est 0. C'est très intuitif. C'est un vrai argument pour vendre des tablettes aux enseignants aujourd'hui et leur faire adopter. Ouais, écoute, c'est un vrai argument, mais ça dépend, sans rentrer dans des détails trop complexes, de la manière dont tu les vends dans les écoles. Il y a en gros 2 circuits d'achat. Ça peut être soit une directive, on va dire, centrale du ministère de l'Éducation, et là, détrompe-toi, aussi intuitive qu'est la tablette, il faudra une formation pour tous les enseignants, parce que les syndicats d'enseignants exigeront une formation à l'appréhension de ces nouveaux matériels, comment je m'en sers dans les programmes pédagogiques, etc. Maintenant, si tu passes par un autre circuit d'achat qui est plutôt celui effectivement qu'avait poussé Hollande dans son département, qui est le Conseil général, ou une subvention, on va dire, parapublique, là, ça peut aller plus vite. Je crois maintenant que le principal frein, il n'est pas là, il est, une fois de plus, que en France, et c'est une qualité et peut-être aussi une interrogation, on a des programmes centraux, donc il faut que l'iPad ou les tablettes, pour qu'elles se démocratisent, s'inscrivent dans un projet pédagogique qui, somme toute, doit être fédéré au niveau du ministère, là où dans d'autres pays, anglo-saxons notamment et les États-Unis, ça dépend uniquement de l'établissement, qui peut non seulement donner une tablette en début d'année, mais exiger que les élèves, s'ils veulent rentrer dans le collège ou le lycée concerné, achètent une tablette. Donc la mise en œuvre de ce type de matériel est extrêmement plus rapide. Maintenant, beaucoup d'États aux États-Unis viennent d'annoncer pour la rentrée prochaine l'abandon de l'écriture cursive, c'est-à-dire les lettres liées, dans la suite de l'adoption des tablettes. Tu ne seras plus obligé de savoir écrire en cursif. Voilà, il y a une vraie question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et pourquoi faire. Alors, pour conclure, on va conclure sur le sujet des cartables numériques et des tablettes et d'iBook, parce qu'on est déjà en retard. On fait un petit bond dans le temps, parce que la grande surprise en ces débuts d'année 2012, ça a été les premiers résultats financiers d'Apple. C'était à l'époque le premier trimestre, où là, Apple a encore battu tous les records. C'était une surprise parce que entre-temps est arrivé l'iPhone 4S, que c'était une simple évolution. On s'attendait pas, ici, du moins à la rédaction d'écrit, à un vrai raz-de-marée. Hein. On ne pensait pas que Siri serait suffisant pour imposer et donner autant de gens l'envie d'acheter un iPhone 4S par rapport à l'iPhone 4. 46,33 milliards de bénéfices, 37,04 millions d'iPhones vendus dans le monde 4S. C'est une vraie surprise. Et en fait, la croissance, Monsieur X, Rodrigo, celui qui veut intervenir, Apple a été la chercher ailleurs, notamment dans les pays émergents et en Asie. Ça n'a pas été le moment où la Chine a commencé à s'éveiller à Apple ? C'est là où la Chine s'est ouverte à l'iPhone, ouais.
Donc, voilà. C'était une vraie surprise. Le problème, c'est que c'est pas sûr que le scénario se répète chaque année, mais passons. Une petite réflexion, Rodrigo, peut-être sur... ça a été une surprise pour toi à l'époque, ces chiffres, toi qui n'avais pas changé d'iPhone 4 pour le 4S à l'époque? Toujours pas d'ailleurs, je suis toujours à l'iPhone 4, je peux pas passer au 4S ni au 5. Il n'y a pas d'attributs suffisants qui me donnent envie de passer à la suite. Oui, je me souviens de l'émission qu'on avait faite sur la Chine, effectivement, ça avait énormément dopé la demande des produits Apple. L'autre fait majeur de ce mois de janvier, évidemment là, ça a énormément buzzé, la planète high-tech, du moins en France, s'est arrêtée de respirer pendant le lancement de Free Mobile. Xavier Niel était l'invité dans Refait le Mac qui avait fait un carton et avait provoqué un vrai tremblement de terre sur la planète télécom en écrasant les prix avec une offre low cost à prix canon. Une tendance, de toute façon, qu'on ait pris Free ou qu'on ait pris les concurrents, la tendance a permis à beaucoup de gens de faire des économies, puisque tous les opérateurs sont mis aux offres low cost. Et ce qui était amusant, c'est la manière dont Free, depuis quelques années, s'est inspiré d'Apple pour communiquer et pour instaurer une politique marketing. Petit rappel en images. C'est ce que nous croyons. La technologie seule ne suffit pas. Plus rapide, plus fin, plus léger. Tout ça est très bien. Mais quand la technologie s'efface, tout devient plus plaisant, voire magique. C'est là que le bond en avant se produit et que l'on obtient ceci. Alors Xavier Niel, là on vous prend la main dans le pot de confiture, l'analogie est grande, c'est presque minuté, plan par plan, la pub Freebox et celle de l'iPad. Non, moi je trouve qu'on ressemble plutôt aux pubs Samsung, mais c'est un avis personnel, je trouve qu'on est plus proche de Samsung, et je trouve qu'Apple copie beaucoup sur Samsung, sur les terminaux, tout ça, je trouve que c'est très proche. Donc Monsieur X, on l'a vu, malgré entre guillemets la mauvaise foi passagère de Xavier Niel, il y a une vraie inspiration de Free envers Apple, que ce soit dans la com, que ce soit dans son accoutrement, puisqu'il s'habille toujours de la même manière à la façon Steve Jobs. C'est devenu, de manière générale, pour beaucoup d'entreprises, Apple, le maître étalon en matière de marketing aujourd'hui. La référence. Tu veux dire le dernier lancement de Free Mobile? Écoute. Non, je veux dire Apple par rapport aux entreprises, dans la manière beaucoup d'entreprises. Oui, dans la manière de communiquer. Positionne Apple comme un cas d'école. Absolument, dans la manière de communiquer, de lancer ses produits et ses services en personnifiant ça à travers le patron ou la patronne de l'entreprise. Oui, Apple a fait école. On peut citer effectivement Xavier Niel avec Free. On peut citer récemment Yahoo et sa nouvelle patronne qui vient de chez Google et qui monte sur scène aussi. Donc c'est une manière de faire qui maintenant est passée dans les... Voir Orange récemment. Orange récemment. C'était pas tout à fait dans le même... je pense qu'il y avait des interventions étaient peut-être... c'était pour moi pas de l'anti-Apple, mais c'était bien différent. Même si non, mais plus l'institutionnel. Ça participe du principe du keynote, c'est-à-dire quand on veut s'adresser à ses clients et à ses futurs consommateurs, on fait un fameux keynote devant des journalistes et des invités triés sur le volet. Mais c'est pas que Apple. Mais c'est pas que Apple, si je peux me permettre. C'est dans la culture américaine, des patrons d'entreprises américains, des keynotes, dans la tech, qui le font depuis très longtemps. On a eu plein de keynotes de Paul Otellini chez Intel. Moi, j'avais vu à l'époque le patron de Microsoft, Yahoo, le patron d'Yahoo, bien avant, je sais plus comment il s'appelait, le mec qui venait d'Hollywood là. Je l'avais vu au CES. J'avais vu les mecs de Google, Larry arriver au CES sur scène. Ça fait partie de la culture américaine. Donc, effectivement, Apple l'a mis en avant, mais ils le font eux déjà beaucoup pour eux-mêmes, et ils font déjà venir des intervenants tiers. Ce qu'on soulignait chez Apple, ils faisaient bien des musiciens. Les autres font venir des comédiens, des humoristes, etc. sur scène. Au-delà, c'est un show. Rodrigo, au-delà de la keynote, du keynote, la manière d'instaurer un buzz, de faire monter une audience autour d'un produit qui fait que finalement la marque dévoile le produit, et déjà on en a parlé pendant des semaines, rien que dans le cas de Free, à l'époque la Tribune avait estimé à 6 à 7 millions d'euros les retombées publicitaires de la pré-annonce, avant même l'annonce de Free Mobile. Donc cette technique, elle est de plus en plus utilisée par les marques. On l'a vu avec Google récemment, on le voit avec Samsung, avec le Galaxy S3. Voilà, et quelque part, est-ce que c'est pas un paradoxe qu'une marque, entre guillemets, qui casse les prix, une marque low cost, utilise les techniques marketing d'une marque premium? On avait posé la question avec Xavier Niel, il avait répondu par une pirouette, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, Rodrigo.
Non, des techniques qui fonctionnent, pourquoi pas les appliquer, quel que soit le niveau de prix du produit que l'on vend. Ça fonctionne plutôt bien. Tu vois, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, toujours, même pour Apple, c'est le relais presse qu'on fait pour un produit commercial. C'est extraordinaire en termes de relations publiques, comment toute la presse mondiale reprend un lancement de produit d'Apple. Et je me souviens, on en avait parlé, Akamai mesure même le ralentissement mondial de l'Internet mondial lors des keynotes, pour les keynotes en direct. Pour les keynotes en direct d'Apple. On est bien passé pour le savoir. Alors pourquoi ça qui est intéressant, c'est que la presse était sur un rythme au mieux hebdomadaire, quotidien, voire hebdomadaire, parfois mensuel, mais hebdomadaire. Et le web, depuis 5-6 ans, a transformé cela et l'a rendu temps réel. Et donc, pour doper l'audience, il faut des grands rendez-vous, et les news de ce monde, les politiques, ne créent pas de grands rendez-vous. Donc, les boîtes de tech qui font des lancements de produits créent des rendez-vous, et ça, c'est ce qui permet de générer le buzz, et de préparer le rendez-vous, d'avoir le rendez-vous, et de faire le suivi du rendez-vous. Et ça fait de l'audience. On a un peu de recul maintenant pour revenir à Free Mobile. C'est vrai que c'était un lancement qui a été pas mal controversé. C'est des soucis de lancement, des soucis de réseau, des soucis de débit. Les choses sont montées progressivement. Il y avait une promesse importante. A priori, elle a été tenue sur le coût de la facture du consommateur. Et Free a permis de faire réduire la facture des pas mal de consommateurs et abonnés à des offres mobiles. Par contre, il y a un coût social aussi aujourd'hui. On en avait parlé à l'époque avec Xavier Niel. Il avait encore une fois contourné le problème en disant d'un autre côté, moi j'embauche beaucoup, donc c'est pas grave si d'autres dégraissent. On sait aujourd'hui qu'il y a un vrai coût social, messieurs, autour des offres de Free. Oui. Les opérateurs aujourd'hui, ils ont moins de moyens, donc ils ont tendance à faire des plans sociaux. On l'a vu récemment avec SFR, Stéphane. Oui, non, peut-être d'autres. Monsieur X en parlera aussi, je pense, aussi très bien, mais il y avait une chose que je voulais dire par rapport juste à une petite chose d'avant, c'était quand même là où le mimétisme de Free avait été fait avec Apple, c'est que, par rapport à Apple, c'est qu'il avait quand même mis le sceau du secret, on savait rien, etc. Comme les différents téléphones, on découvrait quasiment tout sur scène, et il a fait le One More Thing à la fin. One More Thing, donc quand même il a fait quand même tout comme tu parles de Xavier Niel avec le forfait à 2 €. Voilà, avec le forfait à 2 €. Mais par rapport One More Thing, c'était ça, mais par rapport à ce qui a été entraîné, c'est quand même quand on propose des forfaits aussi peu chers, bien sûr il y a des conséquences, et dans les conséquences, en effet, le coût de service client. Et le service client, si on oblige à des gens de rester pas plus de 5 minutes au téléphone avec quelqu'un, quel que soit le problème qu'ils ont, et qu'à 5 minutes, si on continue encore à dépasser au-delà des 5 minutes, on se fait sanctionner. Au bout de je sais pas combien de sanctions, on se fait virer. Je schématise, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais ça peut se passer comme ça. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir fidéliser les gens. Et pour moi, le service client, c'est ça qui va faire aujourd'hui la différence. On est prêt parfois à payer 2-3 € de plus, ne serait-ce que pour avoir une sécurité, pour avoir un meilleur service. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est toute la différence entre une offre premium et une offre low cost. Voilà. Et les gens doivent le savoir, c'est tout. C'est qu'en gros, quand on a par exemple, qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? Il a réussi à faire déjà quelque chose qui est énorme. C'est en gros comme il a fait avec Internet en passant à ce fameux 29,90, à mettre maintenant que le nouveau tarif de base pour un forfait, c'est 19,90. Donc déjà, il a donné un nouveau truc. Maintenant, en gros, on reste au-delà à peu de choses près sur ce montant-là. On rajoute du service. On se dit si on est à la fin, c'est la qualité du réseau, la qualité de la réception dans les services clients s'il y en a. Et après, c'est vraiment, on est à la marge, parce qu'en gros, les trois grands opérateurs se sont alignés maintenant. Et ils ont proposé des choses, et il y en a certains qui sont repartis à la hausse, d'autres, ils stagnent. Et il y a un coût social aujourd'hui, Rodrigo ou Fanny. Oui, on l'a vu, ça a tout modifié, ça bouge de partout, et ça se ressent aussi sur tous les abonnements. 1123 postes chez SFR, peut-être jusqu'à 450 chez Bouygues, donc c'est pas rien, quoi. Oh. Mais un vrai succès pour Free, in fine, 4,4 millions d'abonnés, c'est un record. Ouais, non mais attends, on l'a refait, rewind, on l'a refait. Il y a des gens qui perdent leur emploi, c'est très dommage, chez SFR et chez Bouygues, mais est-ce que ça veut juste dire qu'ils facturaient comme des gros cochons en faisant des énormes marges sur le consommateur? Mais ça, on le savait, on sait maintenant. Voilà, donc Free, il a juste remis les pendules à l'heure, et probablement il fait encore une très belle marge, mais il a remis les pendules à l'heure en se disant c'était des taux d'usurier que pratiquaient les opérateurs mobiles et qu'il faut arrêter, et qui existent encore dans le roaming international. Par contre, on voit que les investissements peut-être risquent d'en prendre un coup quand même sur ce point-là, puisque
certes, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais d'un côté, ils investissaient pas mal. Pas simplement, ils ne reversaient pas tout aux actionnaires. Il y avait un vrai investissement. On a vu qu'en matière de 4G, il y a un virage qui a été un petit peu loupé. On a mis du temps à l'arrivée et on attend toujours à ce que la fibre se généralise en France. C'est un petit peu plus compliqué que cela. Il y a des obligations nationales pour avoir une licence qui oblige une couverture du territoire, donc d'investissement dans des endroits pas rentables. Mais il y a également une taxe qui est prélevée par l'État qui se sert où il peut en faisant payer des licences. Il en a besoin, l'État. En faisant payer des licences qui pèsent sur les comptes des opérateurs qui eux-mêmes les répercutent chez les clients. Je pense que pour le consommateur final, on aurait intérêt à avoir un accès à un Internet mobile beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, beaucoup plus permanent où que l'on soit. Et ça aiderait au développement de l'Internet mobile en France. Donc je plains pas du tout à titre personnel la perte de ces emplois et la baisse en tout cas de la facture moyenne chez les clients. Dernier point concernant c'était possible, c'était possible quand on voit que Orange sort Soch pour concurrer Free Mobile et qu'on a exactement la même offre qu'avant, juste moins cher avec une autre marque, c'était parfaitement possible. Oui, mais enfin, c'est pas les mêmes. Tu n'as pas le même service client. Enfin bon, passons. Pour terminer sur Free Mobile, parce qu'on est long, et pour revenir à l'univers Apple, est-ce que quelque part l'arrivée de Free pour la France est une très mauvaise nouvelle pour Apple, messieurs, dames? Vous voulez que je m'explique, je développe ou pas? Oui. Allez, je développe. Aujourd'hui, avec Free, les gens ont pris conscience, les consommateurs ont pris conscience du vrai prix d'un iPhone. Et que si aujourd'hui Apple a un peu de mal, ou un peu plus de mal qu'avant, pour vendre son iPhone 5, c'est que les gens le payent plein pot quand on est chez un opérateur low cost, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, il n'y a peut-être pas que ça non plus, parce qu'il y a aussi le fait que le 4S, le 5, on l'a vu avec... est un peu moins cher aussi. Non, pas que ça, c'est surtout qu'il n'y a pas eu des changements majeurs et que finalement, tu as moins envie de changer ton téléphone tous les ans, peut-être aussi. Moins longtemps, par exemple. Ouais, on en parlera. Je confirme. Allez. Je peux pas rebondir sur ce que dit Rodrigo, parce que, particulièrement sur le sujet de Soch, Rodrigo, il sait pas de quoi il parle, donc... Ferme ta grande gueule, Rodrigo. Et puis après, moi je pense que l'histoire de Free, elle est intéressante surtout sur le futur. Ça, c'est le premier chapitre qui a été inscrit, qui d'un point de vue de la France est une stupidité absolument sans nom. Je vous rappelle quand même que le point de départ, c'est une distorsion de marché où on dit il faut une 4e licence parce que les opérateurs s'en foutent plein les fouilles. Ok, on ouvre une 4e licence et ça se finira dans 18 mois avec 2 opérateurs. Et on permet à Free de lancer des forfaits à 0€ et 2€ et on tourne les yeux en disant non, c'est pas du dumping et ça va permettre de continuer à faire des investissements et voilà. Et les emplois, c'est pas 500 chez Bouygues et 1200 chez SFR, c'est aussi 4500 chez Alcatel, hein, il y a 2 mois, et toute la filière de fournisseurs qui est en train de dégager. Alors la France, avant Free, avait un forfait qui était médian au niveau des forfaits en Europe. Aujourd'hui, on a les forfaits les moins chers, et de très très largement. Moi, je pense que effectivement, les opérateurs se sucraient sur la voie, mais pas la data, mais ils se sucraient sur la voie. Donc là, le législateur aurait pu faire rectifier ça, avec ou sans Free, il aurait dû faire rectifier ça. Au-delà de la voie, c'est une véritable connerie, on est en train de paupériser l'investissement de fonds. Et je pense que c'est là que va se jouer le 2e chapitre. La data aussi, le SMS était le SMS, c'est pas la data. Il y a une régulation européenne qui l'a mis à 11 centimes, c'est ça centimes, ouais. Non, mais ce qui est quand même intéressant dans ce que dit Monsieur X, 1 ou 2 centimes, tu vois, il y avait une ce qui est quand même intéressant, il faut avancer. Il faut avancer. Ce qui est quand même intéressant dans ce que dit Monsieur X, c'est qu'in fine, une situation de valoriser, d'activer, de générer plus de concurrence, on risque de se retrouver à terme, s'il y a une fusion comme ça a bruissé il n'y a pas très longtemps entre différents grands opérateurs, peut-être avec quasiment 1 ou 2 monopoles, avoir 2 gros acteurs. Je pense que l'histoire de Free, elle va s'écrire avec un 2e chapitre. Face aux autres opérateurs, je pense à armes égales parce que peut-être qu'il va y avoir, on va dire, une régulation qui va permettre à tout le monde de combattre à armes égales de nouveau, et elle va se faire autour de la 4G et de la fibre. Et je pense pas là que les autres opérateurs, et notamment Orange, vont permettre à Free d'avoir des accords de roaming qui lui ont permis de s'étendre très très rapidement, et c'est par ce gap technologique, ce saut technologique vers la 4G avec la fibre, que les autres opérateurs devraient s'en sortir. En toute façon, c'est leur porte de sortie principale est quasiment unique. Voilà, et cette sortie par l'innovation, ça c'est du Apple, beaucoup plus que les forfaits à 0€ ou 2€ contre lesquels ils se battent.
Allez, monsieur X, on avance parce qu'on est en retard et on va mettre en avant dans le mois suivant, à savoir le mois de février, une grande tendance propre à Apple et de cette année 2012, à savoir la polémique. Février est un mois de polémique avec la publication d'un article du New York Times qui dénonce les conditions de travail dans les usines de Foxconn, le principal fournisseur d'Apple en Chine. Alors qu'en France, les salariés d'un revendeur historique de la marque manifestent devant un Apple Store à Paris pour dénoncer la concurrence que leur livre Apple avec ses propres magasins et qu'ils jugent déloyale. La polémique, donc, on l'a dit dans ce petit sujet, c'est une tendance forte cette année. Apple a été vraiment beaucoup attaqué, parfois à juste titre, comme le New York Times notamment, pour les délocalisations et, je dirais, l'exploitation, entre guillemets, des salariés en Chine. Certes, mais c'est quand même une cible facile aujourd'hui, Apple, parce qu'il est très et ultra médiatisé. Est-ce que Apple, je dirais, a les armes pour répondre à ce genre de choses? Parce que quand on cultive le secret, on n'a pas forcément, monsieur X, une cellule de communication pour répondre aux demandes des journalistes, pour pouvoir essayer de prouver le contraire. Et là, on voit les limites du système de communication d'Apple, monsieur X. Oui, absolument. Tu as touché juste, Olivier. C'est face à ce type de problème, des accusations de conditions de travail difficiles en Chine pour les partenaires d'Apple comme Foxconn ou les attaques de Greenpeace, qu'on voit la limite de la stratégie de communication d'Apple. Parce que ils ont tellement l'habitude de tout planifier, tout contrôler. Là, il faut réagir. Alors, pas se précipiter, mais réagir. C'est plus eux qui font l'actualité, mais c'est leur environnement qui fait l'actualité. Et là, ils sont pas très bons et pas très à l'aise. Mais ils sont certainement meilleurs que par le passé, parce que sur ce type de problème, Steve Jobs avait plutôt tendance à dire on met le couvercle et ça va finir par se tasser. Et si on parle pas d'un problème, le problème va disparaître. Voilà. Ouais. La bonne nouvelle, c'était peut-être plus facile à l'époque où Apple était plus petit. Aujourd'hui, ouais. Apple est tellement mondialisé que on peut imaginer les pires choses et chaque fois les théories du complot, les choses comme ça. Maintenant, Tim a pris les rênes de l'entreprise et se comporte, on va dire, de manière plus normale. Et on voit que sur la crise Foxconn, il y a eu des réponses en termes de communication, mais aussi sur le fond, avec ce système d'audit des fournisseurs. On l'a vu aussi sur la partie Greenpeace, où Apple s'engage beaucoup et communique maintenant, par exemple, sur l'utilisation systématique d'énergie solaire pour ses fermes de serveurs. Et on comprend mieux pourquoi Tim Cook, tout dernièrement, a communiqué, mais on en parlera la semaine prochaine. Oui, Fanny? J'ai une question là sur Twitter, justement, par rapport à Greenpeace. On nous demande s'il y a eu un petit peu plus d'infos, de détails à donner par rapport à ces annonces qui avaient été faites. Concernant alors là, il faut rappeler les annonces, à savoir que Apple fait du cloud, notamment pour alimenter les iCloud avec des énormes fermes de serveurs, avec des centrales de stockage qui consomment beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, on avait fait une émission assez décriée d'ailleurs, parce que ça avait un peu tourné au vinaigre là, entre les invités, le fait qu'Apple consomme beaucoup d'électricité. Donc, le cloud, entre guillemets, selon Greenpeace à l'époque, c'était pas propre. Sauf qu'entre-temps, pour une fois, les gens d'Apple ont expliqué tout le programme qu'ils allaient faire entre les systèmes de solaire, les systèmes d'alimentation au gaz, etc. Mais ça, c'est difficile d'aller vérifier sans y mettre le nez. Ça manque de suivi. Je pense que Greenpeace va y revenir. Oui, mais justement, Greenpeace réévalue on va dire, comment Apple et d'autres entreprises tiennent parole vis-à-vis de leurs engagements tous les 2 mois, je crois, avec un site dédié qui s'appelle Guide to Greener Electronics. Donc, en français dans le texte, un guide vers une électronique plus verte, et publie leur fameux baromètre. Et Apple s'était plutôt bien comporté depuis 12-18 mois, et puis le dernier baromètre est tombé en novembre, et Apple a été remis au milieu des fabricants, c'est-à-dire avec une note assez moyenne, 5 sur 10. Pourquoi ? Pas parce que Greenpeace dit Apple fait pas d'efforts, mais simplement Greenpeace dit Apple a perdu la transparence qu'on avait eue les derniers mois et ne veut plus communiquer avec nous sur le sujet, donc on peut pas les évaluer. Donc chasser le naturel, je reviens en galop là-dessus. Donc suite au prochain épisode. Alors je vous rappelle le concours qu'on organise avec notre partenaire Libon, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission, un nom d'abonnement premium à l'appli Libon qui donne accès à 60 minutes d'appel gratuit vers les fixes et les mobiles par mois. Autre polémique qui a défrayé la chronique en France, c'est la mésaventure d'un gros revendeur, d'un gros APR, d'un premium reseller en France, à savoir ICSG Hibiscus, qui avait manifesté à l'époque devant l'Apple Store de l'Opéra
On avait dit lors de l'émission, le déclin malheureusement de ces revendeurs dans les zones d'achalandage, les zones où Apple est susceptible de s'installer, à savoir les grandes villes avec les Apple Store, est assez logique. Et le déclin, Monsieur X, on en parlait depuis très longtemps ensemble, du temps où vous étiez à Apple, semblait inévitable. Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin ça s'est confirmé, puisque la boîte a déposé le bilan et a été liquidée avant la fin de l'année. Mais je pense que c'est beaucoup plus large qu'Apple. Il n'y a pas besoin de rester dans le cercle Apple pour savoir que le commerce de proximité en général, et puis le commerce de détail sur les produits électroniques, c'est un gros problème, tout simplement parce que sans attendre Apple, il y a la concurrence tout simplement de l'Internet et de la vente en ligne. Alors ça, c'est pas mon métier, mais Stéphane et Rodrigo certainement en avis motivés là-dessus. Non, mais même la Fnac n'est pas en très bonne santé parce qu'ils ont commencé à se vendre de l'électroménager, des affaires de. Et on a vu. Ouais. Des affaires de. J'ai même pu faire les courses de rentrée là-bas. Bon, c'était un peu étonnant quand même. À la Fnac, moi, ça n'a jamais été le cas quand j'étais jeune. C'était l'endroit où il y avait les disques et des livres. Autre moment fort de ce mois de février, parce qu'il faut qu'on avance, on est en retard, c'est qu'Apple se met à faire une petite entrave à son culte du secret. Il commence à dévoiler des produits avant qu'ils sortent. C'était le cas de macOS 10, de OS 10 Mountain Lion, qui a été dévoilé à un parterre de journalistes triés sur le volet. On a cru à ce moment-là que Apple allait peut-être communiquer un peu plus comme une entreprise lambda, et puis on a été un peu déçus par la suite, Monsieur X. Le secret, ça reste le moteur d'Apple. Ouais, donc là aussi on n'a pas la fin de l'histoire. On s'est dit tiens, il y a le début de quelque chose chez Apple et peut-être une volonté de faire comme d'autres, à l'instar de Google, de faire tester un peu en avance ou réagir un peu en avance sur ses produits dans des versions de prototypes, et puis hop, ça s'est fait une fois, puis ça s'est arrêté et on est reparti au secret total. On tâtonne. Donc, voilà, je vois toujours pas pourquoi ça a été fait, et je dirais même que je suis pas trop fan de ça chez Apple, parce qu'en tant qu'utilisateur, avec ces produits en version bêta récemment, je trouve que j'ai eu, et on a eu en général plutôt des mauvaises surprises. Je veux parler de la bêta de iMessage qui est devenue Messages, qui était de mauvaise qualité. FaceTime, c'était un peu ça aussi, et tous les essais qu'ils ont fait en ce sens, c'était pas concluant. Ils auraient pu faire plan aussi. Mais Siri, c'est pas fini, c'est toujours en bêta. Je te le rappelle pour la. Au moins, ils ont l'intelligence de le garder en bêta. Plan, ils auraient pu mettre bêta aussi dessus. Ouais. Donc, allez, on avance. Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué là. Allez, on avance, on passe directement au mois de mars. Au mois de mars, c'est un mois très attendu, parce que c'est là que généralement Apple renouvelle. Généralement, on va voir dans l'avenir si ça va être encore le cas, ses iPads. Mars, quelques jours après le Mobile World Congress, où la plupart des concurrents d'Apple ont dévoilé des surpuissants smartphones et tablettes, c'est au tour de la pomme de riposter avec la 3e génération d'iPad. Déception, elle ne dispose que d'une puce Beaker et surtout elle est plus lourde, Apple concentrant tous ses efforts sur l'affichage avec un écran Retina. Une ardoise qui s'avérera un modèle de transition en connaissant une commercialisation pour le moins éphémère. Alors l'iPad 3 est arrivé, il a démarré en fanfare, 3 millions d'exemplaires écoulés en seulement 3 jours, mais avec le recul, Stéphane, on s'aperçoit peut-être qu'Apple était en retard sur son plan de marche, puisqu'on le verra par la suite. Apple l'a mis à jour très rapidement. Tu en as pensé quoi de ces produits que tu utilises ? Alors, est-ce que c'était le digne successeur de l'iPad 2 ? Oh là, je crois que c'est la première fois, j'espère que ce sera la seule, où là je me suis fait avoir sur le coup, en ayant acheté, parce que déjà j'ai trouvé qu'il était plus lourd que le 2. Je trouvais ça c'est vrai. Déjà, même si c'était que quelques dizaines de grammes, mais on sentait qu'il était déjà plus lourd. Déjà sur le coup, après sur l'utilisation, j'ai pas vraiment vu une différence majeure par rapport au 2, d'ailleurs que j'utilise toujours, parce que comme il n'y avait pas de 64 Go de disponible, donc j'ai pris un 32, alors que le 2 c'était en 64. Et le pire... Pourtant tu as l'écran Retina quand même, oui, mais même, Stéphane. Les applications n'ont pas été mises à jour. Et je crois que c'est même jusqu'à présent, il y a très peu d'applis qui ont tenu compte de cette fonction. Ça a mis un peu de temps. Voilà, et donc sur le moment, voilà. Et donc la pire des choses, déjà je crois que de mémoire, je crois pas que ce soit arrivé pour un iPhone, et même pour n'importe quel appareil ou gamme de produits d'Apple, mais il n'y a jamais eu la même année 2 fois le même appareil. Deux évolutions du même appareil, pardon. Du même appareil. Et donc là, quand j'ai appris que l'iPad 4, entre guillemets 4, sortait, et que si on avait arrivé au mois d'octobre. Voilà, et si on avait acheté un iPad 3 il y a au moins un mois avant, on se faisait changer gratuitement. J'ai l'impression d'avoir été pris pour un Apple addict qui doit se passer en sevrage. Hein. Monsieur X, toi qui avais attendu la 3e génération de l'iPad pour y passer,
quelque part, est-ce que tu avais le sentiment que c'était un produit qui ne correspondait pas, je dirais, au canon d'Apple et que Apple peut-être aurait dû attendre un petit peu avant de le mettre à jour? Enfin, moi, je suis passé du noir à la lumière, parce que comme tu dis, ça a été mon premier iPad, donc j'avais pas de point de comparaison comme Stéphane vraiment au quotidien, donc moi j'ai été plutôt super content. Je comprends. Par contre, là où je rejoins Stéphane, c'est sur la partie applicative. C'est là où je me suis aperçu à avoir un iPad chez moi, que le domaine applicatif de l'iPad était beaucoup plus restreint en fait que l'iPhone. On est même à l'iPad 4 maintenant. Il y a eu même aussi l'iPad mini qui est quelque part une 5e génération. Ouais. Et il y a toujours des applications. Je vais en citer une. L'application d'une radio que vous connaissez tous au moins de nom, si vous l'écoutez ou pas, qui est RMC. Et bah RMC, si vous voulez l'appli pour écouter la radio en live, c'est toujours l'application de l'iPhone. Et quand vous la passez sur votre iPad, qu'il soit 3 ou 4, vous avez, comme on dit, une petite chose dans une grande culotte. Donc vous avez l'appli au centre de l'écran et puis vous pouvez faire une homothétie. Voilà, donc c'est là où je me suis rendu compte qu'Apple n'avait peut-être pas réussi à embarquer sur l'iPad autant les développeurs que sur l'iPhone, et ça traînait un peu. Alors on n'en est même pas au Retina, comme dit Stéphane, on en est simplement au portage et à l'adaptation sur ce nouvel écran, et je trouve que ça traîne, et c'est plutôt ça qui me déçoit. C'est ce qu'on a toujours dit quand on parlait d'Android, en se disant la multiplication des tailles d'écran commence à devenir un casse-tête pour les développeurs. Ah, complètement. Je te le dis. Et on en a aujourd'hui 3 sur l'univers iOS, à peu près. iPhone, iPad Retina. Mais iPad 4. Mini, c'est juste plus petit. Ah oui. Non, tu as 2 tailles d'iPhone. Voilà, tu as 2 tailles d'iPhone. Vous avez raison. Tu as des bornes noires, tu sais. Ça commence à devenir un casse-tête. C'était quelque chose qu'on avait dans l'univers Android qui vraiment embêtait tout le monde. Et ça simplifie pas la vie des développeurs qui doivent générer plein de versions différentes. Et c'est au-delà de se dire je publie sur différents écrans et des trucs flottants. C'est tous les graphismes doivent être revus. La présentation, on regarde même Calendar qui faisait 3 jours et passe à 5 jours. Enfin, ouais. Donc ça devient très très compliqué de maintenir tout cet écosystème-là. En tout cas, une chose est sûre, il semble peu probable, quoique ce serait surprenant, Apple peut encore nous surprendre, mais que le mois de mars reste le mois de lancement traditionnel chez Apple des futures tablettes, des futurs iPads. Jusqu'à maintenant, c'était le cas. C'est passé au mois de octobre avec l'iPad mini et l'iPad 4, ce qui est une période un peu plus logique en fonction des fêtes de fin d'année. Ce qui libère, entre parenthèses, une fenêtre de tir pour une nouvelle génération de produits, une nouvelle famille. On va voir. Qui sait? Moi, je pense personnellement à une télé. On verra. On a la réponse d'ici le mois de mars prochain. Alors, je vous rappelle le concours. N'oubliez pas de participer au concours organisé par notre partenaire Libon qui vous offre 1 an d'abonnement premium à l'appli qui donne accès à 60 minutes d'appel gratuit vers les fixes et les mobiles par mois en répondant à la question qui sera posée en fin d'émission. Il est temps de passer au mois d'avril et au mois de mai. Un mois très, très particulier pour Apple puisque la concurrence est arrivée avec un certain Galaxy S3. En avril et en mai, tout juste auréolé numéro 1 mondial des constructeurs de téléphones, Samsung s'attaque une nouvelle fois à la suprématie de l'iPhone. Son âme absolue, le Galaxy S3, un smartphone doté d'un écran géant et d'une surpuissante puce quadricœur. Un sacré rival pour l'iPhone dont le successeur se fait attendre et coïncidence dont les premières images volées se dévoilent sur le net. Alors le Galaxy S3 est arrivé, ça a été un vrai pavé dans la mare lorsque ce téléphone de Samsung, il semblerait que Samsung ait longtemps tâtonné, il a enfin trouvé la formule qui semble correspondre, je dirais, au rival idéal à l'iPhone killer, bien qu'Apple le décrive comme entre guillemets une copie de l'iPhone, mon cher Stéphane, ça va bien de là, il y a l'innovation, il y a un form factor beaucoup plus grand, et ça séduit aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est un vrai succès commercial, c'est un vrai carton. Hein. Ah oui. Mais il est différenciant. Hein. Il est différenciant. Quand on l'a la première fois dans la main, après c'est vrai qu'il peut paraître un peu grand pour un téléphone. Mais c'est vrai que quand on regardait la forme du 4S à l'époque versus du 4 ou du 4S versus même le S2 à l'époque, c'était déjà pas mal. Mais là, au passé, l'écran était vraiment fantastique. Après, les applications sous Android sont un peu moins puissantes que celles d'Apple. Donc, en gros, il y a toujours une avancée au niveau des apps. Mais c'est vrai que c'est un très bel appareil, même s'il fait un peu plastique, même si quand il tombe par terre et que la vitre est cassée en 1000 morceaux, on a 1001 problèmes pour pouvoir la changer.
comme ça m'est arrivé, je peux vous dire que c'est vrai que quand on a les deux, c'est vraiment côte à côte, ça, c'est même plus qu'un iPhone killer. Sur Twitter, là, moi j'ai beaucoup de réactions justement sur Twitter. On a 5-6 personnes qui disent quand même que c'est un très très beau téléphone, qu'en effet c'est l'écran qui attire en premier lieu. Et je crois qu'on a tous été d'accord, c'est que quand on a eu un Galaxy S3 dans les mains, retourner sur un iPhone 3 pouces et demi en tout cas. Ou 5. Ouais, voilà, revenir sur un petit écran, c'est vraiment pénible. Ça change beaucoup. Hein. Et voilà, mais en tout cas, il a été très apprécié, y compris des Apple fans, a priori, qu'on voit sur Twitter. Là. Et d'ailleurs, peut-être que cette grandeur d'écran qui a déjà commencé avec le S2 a pu éventuellement encourager Apple à agrandir d'office son écran pour le 5. Hein. Je sais pas. Ça allait dans le sens de l'histoire. Ce qui a fait aussi 10 millions, on l'a dit, 10 millions d'exemplaires vendus en seulement 2 mois du Galaxy S3. Monsieur Eski, ce qui a fait aussi qu'il y a eu un tel succès, c'est que le constructeur coréen a profité d'un boulevard. C'est-à-dire qu'Apple, généralement au mois de juin, mettait à jour ses iPhones. Là, il a fallu attendre septembre, donc c'était un vrai boulevard pour Samsung. Là, ils ont bien joué. Là, ils ont rattrapé véritablement leur retard. Ouais, je dirais même une autoroute, hein, parce que si tu te souviens, avant que l'iPhone 4S sorte, on avait déjà fait une émission, je me rappelle, avec Cédric et Rodrigo et toi et moi, où on disait tiens, l'iPhone 5 va sortir. Et puis on a eu l'iPhone 4S, et là on en a repris pour un an. Donc c'est plus un boulevard d'attente, c'est une autoroute. D'autant plus que quand l'iPhone 5 est sorti, sur cette fonctionnalité de l'écran, on a eu une demi-réponse, puisqu'Apple fait un peu un pas en avant en disant j'agrandis un peu mon écran vers le haut pour pouvoir mettre plus d'applications, mais globalement en termes d'ergonomie, moi Apple, ce que je crois, c'est que la bonne taille d'écran, c'est un écran où mon pouce peut balayer toute la surface. Donc de ce point de vue-là, Apple s'est fait dépasser. Après que l'iPhone 5 dit c'est normal, moi je bougerai pas au niveau de la taille d'écran, je le justifie pour les questions ergonomiques, et puis Samsung continue. On l'a vu pour l'iPad mini, voilà. Cette mètre de réflexion, ils y sont venus. Hein. Voilà, donc là il y a une vraie divergence de point de vue, et puis aussi tout simplement en termes de modèle économique, là où Apple a quand même, depuis la sortie du premier iPhone, joué à contraindre les opérateurs, à leur donner des conditions de marge qui étaient les plus serrées possibles. Samsung, qui connaît très bien les opérateurs, a profité de l'agacement de tous les opérateurs. Bien sûr. Pour arriver comme sur un billard, et jouer le jeu de la subvention que pratique tout le monde, ou du prix serré, du paiement sans frais chez Free par exemple, qui lui ne fait pas subvention, et à profiter en fait de l'engouement en France en tout cas, ouais, en France, mais même ailleurs, hein, des opérateurs qui se sont dit enfin on a une concurrence face à Apple, une alternative, et on va pouvoir se développer sans Apple et mettre de la pression sur Apple. Et donc l'effet a joué à plein, beau produit, support des opérateurs, et aujourd'hui le Galaxy S2, 3 et les suivants cartonnent. Ouais, cartonnent, et les smartphones Android sont largement devant Apple en termes de part de marché en quantité. Oui, il y a un retard, un fossé a été comblé en termes d'ergonomie. Voilà, Apple avait une vraie avance de ce côté-là. Aujourd'hui, Android a fait de vrais progrès. On l'a vu aussi avec Nokia et le Windows Phone, cher à Fanny. Et ce qu'il y a aussi, tu le disais, monsieur, ce qui n'était pas caractéristique de Samsung, et on le voit actuellement lors des fêtes de fin d'année, on peut trouver un S3 à 1 euro aujourd'hui chez un opérateur. Un iPhone 5, je vous souhaite bien du courage pour cela. Apple garde une politique de prix très élitiste. Les Coréens semblent un peu plus en phase avec les différents marchés, les spécificités locales, qui fait qu'en termes de pouvoir d'achat, ça peut varier. Et là, ça fonctionne aussi. Peut-être qu'Apple devrait y réfléchir dans l'avenir. Nous sommes en retard, on avance vite, on passe directement au mois de juin. Et là encore, beaucoup de concurrence qui se pointe le bout de leur nez. Et la réaction d'Apple, la réponse avec iOS 6, le mois de juin tout de suite. Juin, c'est le mois de la conférence des développeurs d'Apple à San Francisco, l'occasion de découvrir le nouvel opus d'iOS 6, dont l'une des avancées majeures est l'arrivée de plans en lieu et place de Google Maps, autant dire le calme avant la tempête, tant le logiciel de cartographie de Cupertino a déçu à sa sortie. Enfin, plus d'1 an sans mise à jour de sa gamme, le MacBook Pro Retina se dévoile, mais c'est surtout Google qui crée l'événement avec la Nexus 7, une tablette 7 pouces à moins de $200. Alors, le fait marquant, moi, ce que j'ai retenu de cette conférence des développeurs iOS 6, puisqu'il n'y a plus d'iPhone maintenant lors des volets de décès d'Apple, c'est bien sûr la présentation d'iOS 6 et notamment la montée sur scène de Scott Forstall, le patron d'iOS 6.
le papa d'iOS 6 et d'iOS en général. Triomphant, il est monté sur scène nous présenter l'une des avancées majeures de cette iOS 6 qui allait arriver à la rentrée. C'est bien sûr Maps, Plan, le nouveau système de cartographie, de GPS, de navigation d'Apple qui allait remplacer Google Earth, Google Maps, j'y suis arrivé. Et moi qu'on puisse dire, c'est qu'il était très confiant, le garçon, notamment avec des démos de flyover. C'est quand même étonnant qu'à l'époque, il ne soit pas déjà aperçu qu'il n'y a pas 2-3 signaux, 2-3 voyants qui clignotaient à Cupertino et se disent voilà, il y a un problème. Comment on peut être aussi sûr de soi et un résultat aussi décevant in fine, messieurs, dames? Ah, je sais pas, mais alors vraiment, avec du recul maintenant, on sait que Scott Forstall, c'était vraiment un vendeur de Tour Eiffel, quoi. Ah non, mais c'est vrai. Et c'est là qu'on mesure le fossé qu'a créé le départ, je vais le dire comme ça, de Steve, parce que ça ne serait jamais arrivé. Il était à l'extrême opposé, en faisant chier les développeurs jusqu'au dernier moment pour les questions de couleur. Là, le produit ne marche pas. Donc c'est pas qu'il marche pas parce que les clients veulent pas, c'est qu'il marche pas parce que il marche pas tout court, quoi. C'est peut-être le fait le plus retentissant de l'histoire d'Apple, parce que je pense que sur les ventes de l'iPhone 5, ça a eu un énorme impact beaucoup. Et ils ne s'en sont toujours pas remis. Puisque on utilise tous des alternatives sur nos iPhones, on attend tous l'arrivée d'un Google Maps amélioré pour iOS, et Apple ne communique toujours pas sur des améliorations pas sensibles. Des mises à jour. Ça va prendre du temps. La 6.1, Monsieur X, qui est en bêta, et il y a des avancées majeures, voilà. Que je teste depuis quelques semaines. En tant que développeur. Voilà. Et donc, il y a enfin, ils sont améliorés. Mais bon, t'as raison, ça ne serait jamais sorti il y a quelques années de cela, ce truc comme ça. Et même Passbook, la première fois on a eu Passbook en l'été, dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc ça commence un peu à... C'est une coquille vide. Et puis les premières bêtas d'iOS qui étaient disponibles dès le mois de juin, que j'avais téléchargé également, Plan, c'était une catastrophe déjà. Oui, donc, bien sûr. C'est quand même étonnant. Alors je disais, moi je me disais à l'époque, mais ils semblent tellement sûrs d'eux, a priori. Là. Bon, voilà, ça va s'améliorer, c'est une bêta. Moi j'ai vu passer aujourd'hui un tweet, j'ai vu que Apple essaierait d'acquérir TomTom. Oui, on sait que la technologie de navigation embarquée, de navigation routière, ils l'ont acheté c'est les services de TomTom aujourd'hui qu'il y a. Mais le côté routier, ça marche super bien. Oui. Simplement, habiter en Australie par les temps qui courent. Ouais, c'est ça qui est le plus incroyable. Il faudrait re-regarder cette émission que tu avais organisée avec Alexandre Lenoir, qui s'y connaît bien dans les Mac et les voitures, et qui ne tarissait pas d'éloges sur TomTom, sur leur fond cartographique, sur toute leur technologie. On s'était dit, Maps plus TomTom, ça va juste être génial. Moi, j'étais prêt à sacrifier, tel un poulet, mon TomTom pour mettre l'iPhone dans ma voiture. Ouais. Résultat, poulet. Une énorme bouse, et on retrouve même pas la justesse des cartes qu'il y a sur un TomTom de base, soit en appli dans son iPhone, soit en produit séparé. Donc que s'est-il donc passé? À croire, moi j'en arrive à me dire, puisqu'on sait que Scott a été viré. Sort de ce corps. Ouais, pardon. Que, je sais pas, des développeurs en voulaient à leur patron, Scott Forstall, et puis on fait exprès de livrer une bouse. Voilà, il y avait aussi l'impératif de sortie une fois par an d'une évolution de iOS. Voilà. Il fallait quelque chose. Mais qui laisse Google Maps pendant un an? On sait que leur contrat courait encore avec Google. Sur Twitter, justement, on nous demande si iOS 6 c'était vraiment une évolution ou plutôt un cache-misère, en fait. Voilà. Oui, et puis il y avait toujours cet effet comment ils appellent ça, les scomorphismes également bref, ça va être intéressant de voir ce que va proposer comme alternative Jonathan Ive, mais n'allons pas trop vite. En tout cas, tu parlais de tension, tu parlais de désorganisation au sein de la direction d'Apple. Cette annonce, quelques semaines plus tard de la présentation d'iOS 6, elle a été suivie par une annonce qui a fait du bruit. C'est le départ à la retraite de Bob Mansfield, qui était le senior vice-président et patron du hardware chez Apple. C'est quelqu'un de très important, d'être très respecté au sein d'Apple et à Cupertino. Et là, c'est vrai que ça a un petit peu déstabilisé tout le monde. On ne comprenait pas pourquoi il partait à la retraite là au mois de juin, alors qu'il avait droit en plus à un matelas une fortune en stock option s'il restait encore quelques mois, voire quelques années de plus. Parce que vraiment, il y avait un malaise. On ne l'a pas forcément perçu. Et on l'a perçu quelques mois plus tard, lorsque Scott Forstall a été contraint de tirer sa révérence. Brièvement, quand même, on va parler un peu de Mac ce soir. Apple a présenté enfin une nouvelle machine, c'était le MacBook Pro Retina.
Pas de révolution, mais encore une fois, là, la rumeur avait parfaitement annoncé ce qui allait arriver, à savoir du Retina partout, ça semble assez logique. La disparition du lecteur optique, du lecteur DVD. Voilà, il n'y a plus forcément de grandes nouveautés côté Mac, à part peut-être des évolutions du design aujourd'hui, messieurs. C'est un peu dommage. Et de ce côté-là, Microsoft s'est montré beaucoup plus novateur. Je pense au tactile, encore une fois. Ouais, mais ils partent avec du retard aussi. Hein. Oui, ils sont partis avec du retard, mais là, en l'occurrence, j'aimerais bien un peu, tu vois, que ça bouge un petit peu de ce côté-là, que ce soit un peu plus novateur. Mais c'est vrai qu'on accuse beaucoup Apple de manquer d'ambition sur l'iPhone. Je suis pas forcément d'accord. Par contre, sur le Mac, en ce moment, c'est Mountain Lion. Moi, personnellement, je trouve que c'est le Vista du Mac. Voilà, c'est dit. Tu as raison. Ah non, mais si tu parles des insultes comme ça, ouch. Ben oui. Autre fait majeur de ce mois de juin qui a conclu et qui conclura cette première émission de rétrospective, c'est l'arrivée d'un énorme concurrent potentiel et un ennemi très dangereux, croyez-moi, pour Apple, à savoir le Google Nexus 7, une tablette à moins de $200, $199, avec des performances d'une vraie tablette. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, c'est un vrai pavé de la marque qui a été lancé. Au-delà du produit qui a ses qualités, c'est évident, que pensez-vous de cette stratégie, messieurs, dames ? Est-ce que vous pensez que Google et Amazon vont réussir à amener à ce que les consommateurs considèrent qu'une tablette, ça ne vaut plus l'argent, que ce soit quelque chose... Je dirais que ça ne vaut plus un copec aujourd'hui, ou quasiment pas, et que finalement, ce qui est important, c'est les services qui sont associés, c'est le hardware ou la publicité qui permet de rémunérer et d'acheter ces tablettes pas chères. Ça, c'est le point de vue de Cédric. Moi, je crois que ce qu'il y a en dessous de cette stratégie-là des tablettes 7 pouces, avant de parler de le produit n'a plus de prix et ce sont les services, faut revenir à une des choses qu'avait dit Rodrigo au moment de la sortie de l'iPad 3 et qui, moi, à l'époque, et ça me reste dans la tête, m'avait paru... juste et de encore, tout le monde aura une tablette dans le foyer, les parents et les enfants. Donc tout le monde veut une tablette. Et quand tu as dit ça et que tu l'acceptes et que tu le ressens, bah, un produit 10-12 pouces, du coup ça s'est pas adapté pour les mains des enfants, forcément, c'est un peu lourd, un peu grand, et puis c'est quand même super cher. Le format 7 pouces, en le subventionnant un peu comme le font Amazon et Google, c'est le format idéal pour c'est pas une subvention, ils le vendent à prix coûtant, monsieur X, quand même. Ils le vendent à prix coûtant. Et donc là, tu peux... on peut même se demander s'ils le vendent pas à perdre. Tu peux réaliser... Ouais, peut-être, mais tu peux réaliser cette vision qui est une tablette pour chacun. Et par individu. Voilà, le vrai truc, il est là, et c'est ça qu'on va voir. Une fois que ça sera réalisé, après on pourra reparler du business model en tant que tel. Est-ce qu'on la donne à zéro, c'est les services qui la rentabilisent? Il y en a qui choisiront ça, il y en a qui choisiront d'autres choses. Après, c'est plus qu'une déclinaison. Mais je crois que le truc majeur, avant tout, c'est le format et une tablette pour tout le monde. Et là, une fois de plus, Apple est un petit peu en marge, pour pas dire un petit peu hors jeu. Rodrigo, Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec Cédric qui avait dit dans cette émission qu'au rythme où on va, peut-être qu'Amazon, l'année prochaine, dans 2 ans, offrira la tablette pour l'achat de produits sur son service, sur son site? Bien sûr. Les échos, j'ai reçu un mail avant-hier ou hier, les échos donnent... Là, c'est un iPad mini qui filait, donc avec l'abonnement. Oui, voilà, mais là, en l'occurrence, tu n'as même pas besoin d'avoir d'abonnement. Voilà. Mais la donnée comme tu mangerais de la publicité Google et tu aurais ton produit. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Je sais pas, mais bon, je pense qu'il faudra quand même acheter un minimum 1 ou 2 services quand même. Je les vois mal, ne serait-ce que pour payer la poste, parce que ce ne sera pas eux. Je pense pas qu'ils vont. Mais est-ce que c'est pas quelque part une mauvaise nouvelle, Rodrigo, pour les constructeurs de tablettes ou les constructeurs d'ordinateurs, en disant que voilà, on dévalorise leur métier quelque part? L'ordinateur, oui. L'ordinateur, oui, parce que par rapport aux tablettes, de manière, même pour Samsung, on a vu que Samsung, c'est quand même le fer de lance d'Android aujourd'hui sur la téléphonie. Et pour l'instant, il ne s'est pas positionné sur les tablettes d'entrée de gamme. C'est quand même curieux. Tu as 700 000 apps sur l'univers iOS. Tu n'as pas 700 000 apps sur l'Apple, sur le Kindle Fire. Donc voilà, ça répond à des besoins basiques de browser, de mail, de lecture de livres. Pas le Nexus 7, Rodrigo. Ouais, mais la Nexus 7, je suis pas sûr qu'on l'aura à 1 euro, alors que le Kindle, en effet, oui. C'est pas les mêmes services. On en reparlera l'année prochaine, Fanny. Moi, depuis Nexus 7. Amazon fait une percée extraordinaire. D'ailleurs, ça se voit, leur multiple en bourse, c'est au-delà de 100. De PER, c'est du grand n'importe quoi, alors que toutes les boîtes techno sont à 15, y compris Apple, parce que l'appli Kindle, un peu partout, à la fois sur l'iPad, mais sur le téléphone, sur les ordinateurs, permet de downloader des bouquins, d'acheter plein de bouquins sur l'achat d'impulsion, et ça c'est top, et moi j'en ai jamais autant acheté que depuis que j'ai l'appli Kindle.
La deuxième chose qu'ils ont réussi à faire, ils ont inventé un service de livraison rapide en 24 heures forfaité qui s'appelle Amazon Premium. Et moi, j'achète, mais comme un cochon maintenant, des livres tout le temps, parce que je sais que je serai livré le lendemain, je ne paye pas les frais de port. Donc Amazon est extrêmement agressif de point de vue marketing, ça marche très bien. Oui, je suis convaincu que le Kindle Fire va être offert dans un package quelconque, parce que ça génère beaucoup de ventes et parce que c'est extrêmement utile. Est-ce que ça va cannibaliser les ventes des autres tablettes ? Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr. Ça va en prendre quelques-unes, mais je ne suis pas sûr. Parce que les tablettes sont beaucoup plus versatiles et beaucoup plus multi-usages que la tablette Amazon en tant que telle. Elle est très peu distribuée en France, elle marche mieux aux US. Voilà. On a un élément de réponse dans l'année qui va venir, c'est pour bientôt, notamment avec Apple et surtout Samsung, qui pour l'instant, je le disais tout à l'heure lorsque j'ai posé ma question à Rodrigo, ne s'est pas encore positionné sur ce marché des tablettes à bas coût. Il est présent sur les 7 pouces, mais leurs tablettes coûtent aussi cher que l'iPad mini, voire plus cher encore. Ils sont quand même la Nexus 10, quoi. C'est quand même eux qui sont mais c'est du 10 pouces. Oui, c'est du 10 pouces, ouais. Mais c'est quand même Google qui est derrière, quoi. Hein, voilà, c'est pas un produit c'est une commande. De même que la Nexus 7, c'est Acer qui la fabrique pour Asus, Google. Ouais, c'est voilà. Asus. Mais ils vont pas revenir en arrière parce que ils s'étaient tollés tout seuls sur les premières petites tablettes. Ils avaient dit c'est une erreur, on revient aux grandes. Et donc, est-ce qu'ils vont revenir tout de suite sur des petites tablettes ? Ils vont revenir sur ce qu'ils ont dit, je sais pas. Alors, on reviendra la semaine prochaine plus en détail sur la deuxième partie de l'année, à savoir il s'est passé plein de choses, ne l'arrêtez pas, et on essaiera de prendre un petit peu de recul sur les différentes annonces qu'a fait Apple et notamment par rapport au procès entre Apple et Samsung. Place maintenant au résultat du concours Qobuz qui a eu lieu la semaine dernière. On a les gagnants, roulement de tambour, ils vont recevoir chacun un album qui est offert par Qobuz. Un album, ce qu'on appelle un album Studio Master d'une qualité supérieure au CD. Donc bravo à Oliver, à Massi Ali, à Lolo Life, à C. Cardonnel, à I. Nicolas, à GH12341, à Bamakd, Dieville 99, Bitoun et Baptiste Robert qui remportent chacun un album offert par Qobuz au format Studio Master. Place à présent à la question du concours de notre partenaire de cette semaine, à savoir Libon. Cette semaine, notre partenaire Libon, l'application de téléphonie sur IP qui propose des appels haute définition, mais aussi des messages et une messagerie vocale intelligente sur iPhone et Android, vous offre 40 abonnements premium d'une durée d'1 an. Pour emporter l'un de ces 40 abonnements, répondez à cette question. Combien de minutes d'appel vers les fixes et mobiles à l'étranger l'appli Libon propose-t-elle par mois à ses abonnés premium ? Adressez votre réponse sur Twitter associé à l'hashtag ORLM et Libon. Bonne chance. Donc 10 abonnements premium à Libon, ça ne se refuse pas. On vous donnera donc les résultats la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, vous l'avez utilisé ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette application ? Le fait de ne plus forcément payer ces communications, notamment voix sur IP, une belle avancée qu'offre le smartphone aujourd'hui. Moi, c'est pas sur cette fonctionnalité-là qui m'intéressait, c'était plutôt de faire des messages personnalisés quand les personnes nous appelaient. Le répondeur. Répondeur et d'avoir le nom, le prénom avec une voix plus ou moins robotisée. Et c'était ça qui était vraiment très intéressant et qui surprenait moi mes clients. C'est-à-dire que ça existait auparavant déjà. Oui. Cette application a été mise à jour récemment, Libon. Ouais. Auparavant, c'était juste une solution de messagerie, c'est ça ? Qui permettait de personnaliser sa messagerie en fonction de son interlocuteur, en fonction de sa petite amie ou son patron pour adapter les messages. Des fois, il y a des surprises. Fanny, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'étais en train de montrer justement l'appli qui est une belle évolution en effet d'une ancienne appli qui existait auparavant. Et en effet, c'est pas mal de pouvoir appeler, d'avoir tout son carnet d'adresses gratuitement. On a d'autres applis qui le font, mais aussi d'avoir ces annonces qui sont personnalisées. Ça, j'avoue que c'est très, très pratique. On est même surpris qu'Apple n'ait pas adopté ce système. On a vu qu'ils avaient fait une belle avancée avec la messagerie visuelle. C'est unique à l'iPhone aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évolution. Peut-être qu'il y a des choses à développer. Et là, c'est un bon exemple avec ce système de personnalisation de sa messagerie. Surtout que c'est bien foutu parce que tu as juste à glisser tes contacts dedans. C'est vraiment très simple d'utilisation. Il y a une petite chose de plus. Alors moi, je vais en dire du bien, mais je les connais, les gens de chez Libon, soyons clairs. Mais il y a un truc vraiment que j'aime dans la dernière version de leur appli et qui est maintenant au point, qui est la transcription en texte
des messages que vous avez sur votre messagerie vocale. Donc ça peut paraître un peu gadget. On se dit non, ça va pas vraiment marcher, mais moi ça je vais m'en servir beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est en réunion, on a reçu 3-4 messages, c'est difficile de mettre son oreillette, ne répond jamais à ces messages. Ou de coller son smartphone à son oreille pour écouter ces messages pendant que quelqu'un risque de vous parler, ou ne va pas apprécier ça, et hop, avec Libon, vous avez vos messages qui sont transcrits sous SMS, vous pouvez aussi les écouter sous forme audio. Donc ça, je trouve ça plutôt malin, et couplé avec le reste, ce que disait Stéphane, la messagerie personnalisée, et puis cette fonction comme le fait Viper par exemple de voix sur IP et de gestion centralisée de son carnet d'adresses, ça fait une appli qui est pas mal et qui est robuste. Mais essayez cette fonction de transcription des messages, je pense que c'est ça qui peut vous le faire adopter, qui peut faire la différence. Et puis au départ, elle est gratuite, l'appli, et elle est bien notée. Voilà, et c'est pas le cas toujours sur l'App Store. Voilà. Allez, on avance, on passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Alors, les coups de cœur, écoute, moi, le premier, ça date du web de la semaine dernière, où j'ai rencontré un des créateurs de Cut the Rope. Du web. Voilà, donc non, de Cut the Rope. Les Russes. Petit jeu, je sais pas si vous vous souvenez, cette espèce de petit lézard qui mangeait des espèces de bonbons, des candies qu'il fallait découper. Et là, ils sortent un nouveau jeu qui s'appelle Jelly Monster, ça sort le 21. Et voilà, c'est des espèces de petits jellos dans un frigo qu'il faut déplacer et coller. Et déjà au niveau 3, faut pas être une blonde pour réussir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a contre les blondes, Fanny ? Rien du tout. C'est les blagues qu'on me faisait quand j'étais blonde. J'ai des amis blondes. Non, j'ai été blonde, c'est pour ça. Tu as les aquatons, on n'a pas connu ça, malheureusement. Et ça va peut-être revenir. Et ma deuxième appli, alors c'est justement pour la culture. C'est François Ier par les créateurs. Ça s'appelle Quelle Histoire. Ça vaut 3,99 € et c'est en anglais, en français et en espagnol. Et c'est super bien pour apprendre l'histoire de François Ier pour les enfants. Très bien, merci Fanny, elle est rapide. Là, je suis en train d'éventer mon coup de cœur, vous le verrez tout à l'heure. Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir ? Alors moi, c'est une start-up qui essaye de se financer sur un site que vous connaissez, qui est souvent mentionné par Rodrigo, qui est kickstarter.com, et qui s'appelle Projecteo. Alors Projecteo, c'est quoi ? C'est un produit, et c'est tout simplement, on pourrait le comparer à un lecteur de diapos comme on avait il y a 10 ou 20 ans, mais plutôt que de lire des diapos, parce que les diapos de toute façon vous en faites plus, il propose de vendre un petit lecteur de photos Instagram. Je m'explique. Leur point de départ, c'est de dire vous prenez vos photos Instagram, vous nous les envoyez sur un service sur internet et on produit avec un petit disque plastique que vous pourrez mettre dans ce petit projecteur de poche qui s'appelle Projecteo, et vous pourrez comme ça diffuser au mur, projeter avec ce petit goût vintage, ce prolongement d'Instagram, vos photos faites avec Instagram. Et je suis partagé entre c'est génial, si ça coûte 50 €, je vais m'en acheter 2 ou 3 et je l'utiliserai plutôt comme objet de déco, objet de fête, ou alors c'est une idée complètement stupide et vraiment il se passe n'importe quoi sur Kickstarter, mais c'est le mérite de Kickstarter. Ce qui m'étonne quelques jours après, c'est que donc pour passer du prototype aux premières séries, ils avaient demandé 18 000 $ sur Kickstarter. Ils en sont à 2615 personnes qui ont mis de l'argent et 81 000 $ levés. Donc j'ai tendance à dire que avec 2600 premiers clients, il y a peut-être quelque chose qui se passe là dans la fabrication d'objets, dans cette veine d'Instagram qui est un peu une veine vintage. Donc à suivre, Projecteo, allez voir leur film et l'interview d'un des fondateurs est très sympa. Merci Monsieur X. Stéphane Zibi, quel est donc ton coup de cœur ce soir ? Alors, ça aurait pu être des applis photos parce que j'en suis fan avec plaisir. Absolu. Ah oui, absolu. Dès qu'il y en a une qui sort, j'ai pris avec plaisir aujourd'hui. Bon, il y a eu Twitter qui a sorti ses filtres grâce à Viari. Il y a eu la nouvelle mise à jour étonnante de Flickr qui est arrivée de façon forte. Enfin, avec des filtres également. Okay. Donc ça y est, Instagram & Co. Maintenant vont se retrouver avec des concurrents. Des vrais concurrents. Ah oui, des vrais concurrents. Ils avaient un boulevard jusqu'à maintenant. Ils en ont bien profité. Ils sont bien vendus 1 milliard chez Facebook. En fait, je vais vous parler. En fait, on peut trouver tout grâce à l'iPhone sur l'App Store, et il y a même les choses les plus improbables. Et j'ai trouvé une appli qui s'appelle Sigmund, qui porte bien son nom, parce qu'on peut donc programmer ses rêves.
C'est pas possible. Eh ben oui. Donc en gros, tu choisis une. Je peux programmer mon rêve, le rêve que je veux avec la personne que je veux. Faut bien que tu l'utilises. Plus besoin de voyager alors. Oui, ça c'est en avance. Voilà, donc pas besoin d'aller de l'autre bout de la terre, ça c'est certain pour aller. Surtout si on utilise Google Maps. Maps d'Apple, pardon. Voilà. Et donc, faut pas aller dans ces pays-là. Et donc voilà, donc on programme un peu la thématique souhaitée, donc la ville souhaitée, si on veut que ce soit aux États-Unis, en Australie ou je ne sais quel autre pays. Et donc le rêve se réaliserait. On va tester. Ça s'appelle Sigmund. On va essayer ça tout de suite. Ce sont des chercheurs américains qui ont fait ça. Et donc, ils sont fous, ces Américains. Ouais, ils sont fous, mais tu te rends compte que des chercheurs, maintenant, ils cherchent des choses. Ils cherchent. Et ouais, bien sûr, mais surtout, que ça arrive sur l'App Store, c'est ça qui me surprendra. Bien, je crois qu'on va arrêter d'enregistrer tard le soir parce qu'on est tous vraiment décalqués. Monsieur X, Rodrigo, le spécialiste des coups de cœur, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Ouais, moi je vais vous parler de 3 coups de cœur très très vite. Le premier n'a rien à voir avec la tech parce qu'on s'en fout de la tech quand même parfois. C'est des bulles avec du vin pétillant autour. Ça s'appelle du champagne et pour avoir testé beaucoup de champagnes différents, moi je vous conseille le Drapier qui existe en 100% Pinot Noir. En 100%. Chaque fois qu'il dit Drapier, il reçoit du 100% Pinot Noir. Vous savez, dans le champagne, on trouve du Pinot Meunier, du Pinot Noir et du Chardonnay. Le Chardonnay donne ce petit côté beurré, gras. Le Pinot Noir est beaucoup plus tendu. On est en retard. Oui, mais donc 100% Pinot Noir, c'est rare dans le champagne. Non sulfaté, donc ça se garde pas très longtemps, 2-3 ans. Non, mais c'est important, ça fait pas mal à la tête. Et moi j'aime bien le champagne extrêmement sec, c'est-à-dire sans liqueur de colle, donc sans dosage. Et ça existe chez Drapier, vous avez 10 000 bouteilles par an, donc non sulfaté, non dosé, 100% Pinot Noir chez Drapier. D-R-A-P-P-I-E-R, très bien. C'est les bons commerçants. C'est très très bon. Merci Rodrigo. Ensuite. Et ça coûte combien, Rodrigo? Non. Et c'était le champagne préféré de qui déjà? Non, mais on avance. Non, mais ça coûte combien? Il y a 4 types de champagne chez Drapier. C'était le champagne préféré de Charles de Gaulle. C'est juste à côté de Colombier et 2 Églises. Ça coûte dans les 30 € la bouteille. Vous l'avez un petit peu moins cher si vous passez par les circuits autorisés. D'accord. En alternative, si vous n'en trouvez pas, allez prendre du Jackson 734. C'est très très bon aussi. Bon, les deux autres. Bon coup de cœur, Rodrigo, on est en retard. Mais ouais, vous savez que vous allez avoir des petits-enfants autour du sapin de Noël. Mais ouais, et ces petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Des iPads pour Noël, forcément. Ou des jouets. Et donc, il faut leur donner des applis sur l'iPad à ces petits-enfants. Oui. Et ben moi, je vais vous parler de spécial copinage. Je vais vous parler d'une boîte d'édition qui fait des livres pour enfants. Ils sont très très chouettes. Mais ouais, Gaspard Leloup, vous connaissez Marcel le Cochon? Ben ouais, l'apprenti Père Noël. Ouais. C'est fait par les éditions Goodbye Paper. Et Goodbye Paper, vous avez 8 titres aujourd'hui. Il y en a 3 qui sont en version light que vous pouvez télécharger pour voir à quoi ça ressemble. C'est vachement bien. Et après, ça coûte. Alors, je l'ai pris aux États-Unis. C'est entre 3,99 et 4,99. C'est pas cher, c'est très bien. Ouais. Et vos enfants vont adorer. C'est un peu dans la veine de Chocolat. De Chocolat, ouais, voilà, exactement. C'est dans la veine de Chocolat, mais Chocolat, ils ont levé plein d'argent. Alors que Goodbye Paper n'ont pas levé d'argent. 650 000 au deuxième tour. C'est pas l'objet, on avance. Si tu me poses des questions, je réponds. Hein. Mais Goodbye Paper, c'est vachement bien. Ils sont passés au journal de Claire Chazal. Et je vous conseille donc ces garçons qui sont très bien. Le dernier, allez. Yes, c'est notre camarade Nicolas Voisin, un ancien blogueur de la première heure, qui a été membre du Conseil national du numérique, qui a lancé un site que vous avez tous connu qui s'appelait OVNI. Il a revendu ses parts il y a 6 mois pour se concentrer à fond sur un éditeur logiciel qui permet de créer des livres sur tablette. Ça s'appelle Tactilize et n'importe qui peut très facilement créer soit ses cartes sur iPad, soit ses livres. C'est vachement bien. Allez voir Tactilize et c'est gratuit. De mon côté, je vais faire très vite, prenez de la graine. Ceci est une voiture télécommandée, ça s'appelle... Je regarde sur mes notes, l'Air Racer X, c'est Macway qui fait ça. C'est une voiture, un buggy tout-terrain télécommandé. Regardez, il y a même les... on peut même faire jouer avec les j'y arrive, les suspensions. Voilà, c'est Macway qui fait ça. Ça coûte 80 € et ça se pilote évidemment intégralement avec l'iPad, avec l'iPhone et même, Stéphane, si tu as un Galaxy S3, ça marche aussi avec Android. C'est sympa, ça vaut 80 €, c'est rigolo. C'est très puissant, c'est un peu difficile à maîtriser. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement, mais il vaut mieux avoir un grand jardin. Voilà, l'Air Racer X, c'est Noël dans la semaine prochaine, donc profitez-en. Tu peux me la mettre de côté. Moi aussi, j'ai un garçon. Oui, je l'ai dit avant. Alors, ben oui, je sais, mais on a des stagiaires à écrire en ce moment et ils ont mis une option des stagiaires hommes je reconnaîtra qui nous regardent.
Des stagiaires, c'est des stagiaires, des gamins en clair. Je suis étonné, Olivier Friard. De 3e. Ah oui, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé au 121e de mémoire, au 122e, je ne sais plus. Épisode de Refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dans LC, dans plein écran samedi, mais il est en vacances, il n'était pas là ce soir, mais pensez-y tout de même. Vous retrouvez Fanny sur Twitter, @Fanny'sParty, et prochainement lors d'une Fanny's Party. C'est quand? C'est en janvier, c'est ça, Fanny? Oui, maintenant c'est fin janvier, on va fêter les 10 ans de la Fanny's Party. Waouh, on va pouvoir... Voilà. Et vous pourrez me voir aussi sur le JT de France 2 ce week-end. Très bien, on va regarder. Oh, chouette, très bien, on va regarder ça. T'as mis ton décolleté. On avance. Vous retrouvez Monsieur X chaque semaine sur On Refait le Mac sur son Twitter, @TrueMrX, Rodrigo sur son blog et également sur son Twitter @Rodrigo. Et Stéphane Zibi, vous la retrouvez bien sûr chez Makina et sur son Twitter. Steph Zibi. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette rétrospective 2012. J'essaie de ne pas manger mes mots. Et je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Libonne, ce sont des appels gratuits, un chat malin et un répondeur révolutionnaire. Avec Libonne, appelez simplement et gratuitement tous vos contacts Libonne, partout, même à l'international. Envoyez des messages instantanés à n'importe quel utilisateur Libonne, qu'il soit au bout du monde ou près de chez vous. Libonne, c'est aussi un répondeur intelligent. Créez une annonce d'accueil différente pour chacun. Votre patron, vos copains de foot, votre petit ami va adorer. Et si, par exemple, vous êtes au ciné et ne pouvez pas parler, écrivez votre annonce d'accueil et Libonne la transforme en voix. Vous n'avez pas le temps d'écouter vos nombreux messages. Libonne peut aussi les transformer en messages écrits. Libonne, c'est l'application idéale pour appeler et chatter gratuitement avec vos amis et profiter d'un répondeur qui sait tout faire.